On part sur le Maroni ce matin où l'état du fleuve alarme les scientifiques. Pollution aiguë depuis Antequum-Pata jusqu'à l'embouchure du Maroni. Diminution très importante du nombre d'espèces de poissons observées et plus généralement dégradation catastrophique de la biodiversité du fleuve. C'est le constat tiré par de récentes missions scientifiques qui a poussé, c'était en fin d'année dernière, le conseil scientifique du parc amazonien de Guyane d'adopter une motion pour alerter les autorités publiques sur cette situation et leur demander une prise urgente de mesures. Pour en parler, on est ce matin et par téléphone avec Pierre-Yves Lebaille. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être à notre antenne. Pierre-Yves Lebaille, vous êtes le président du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane. C'est quoi déjà le constat, ce qu'on peut dire de l'état actuel du Maroni quand vous dites pollution du fleuve? Ça se traduit comment? Ça s'observe comment? Sur quel point finalement, Pierre-Yves Lebaille? Alors, ce qu'on observe en premier lieu, c'est la très forte charge en sédiments dans le cours d'eau, c'est-à-dire le fleuve est plein de boue. Hein. On a du mal à voir au-delà de 5-10 cm de profondeur. Donc ces sédiments bouchent les plantes, bouchent le sable, etc. Et c'est très néfaste pour les poissons. Et puis les organismes aquatiques. Mais ça veut dire aussi que c'est une eau qui est d'une qualité extrêmement mauvaise, aussi pour les habitants du Maroni. Oui, donc on peut finalement en partie résumer les choses en disant que des dépôts de sédiments vont venir se poser sur la végétation aquatique qui meurt du coup peu à peu et qu'en conséquence, toutes les espèces animales qui se nourrissaient avec ça, elles finissent elles aussi par disparaître. Exactement. Et aussi les frayères, les endroits où les poissons se reproduisent, sont bouchés, donc ils peuvent plus se reproduire. Voilà, c'est un ensemble de phénomènes qui fait que toute la chaîne alimentaire animale et l'homme au bout est perturbée. C'est-à-dire que donc les captures diminuent et du coup les gens du Maroni qui se nourrissent de poissons en trouvent beaucoup moins. Il y en a de moins en moins, en plus de qualité dégradée. Oui, vu que vous parlez... Oui, pardon, allez-y, excusez-moi, allez-y. Sans parler des risques liés, mais qu'on connaît depuis plus longtemps, liés bien sûr au mercure. Oui, on reviendra plus tard un petit peu sur les conséquences évidemment qu'il y a également pour les humains. Vous parlez d'un ensemble de choses, Pierre-Yves Lebaille, du coup j'ai regardé un petit peu ce que vous mettez en avant. Ressources en poissons, qualité sanitaire des eaux, asphyxie des habitats de la faune aquatique, raréfaction également le long des berges des oiseaux qui se nourrissent normalement de poissons. Comment dire, il n'y a pas de doute à avoir, le constat c'est le même, peu importe l'angle d'analyse, le secteur observé, il y a bel et bien un appauvrissement massif de la biodiversité. Absolument, et c'est ce qu'on a observé effectivement cet automne en allant sur le Maroni. On était parti pour faire des recherches qui n'étaient pas liées à la pollution et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ce que l'on voulait trouver, on n'arrivait plus à pouvoir faire nos expériences parce que il y avait plus assez de poissons. Et après, dans quelle proportion, si on regarde un petit peu, si on analyse la dynamique, l'évolution depuis ces dernières années, on va dire, on est quoi sur un rythme croissant qui s'accélère? À quel point la situation, elle s'aggrave finalement d'année en année? Alors c'est très compliqué de répondre à votre question parce que pour pouvoir donner des chiffres précis, il aurait fallu avoir tous les 5-10 ans des prélèvements faits exactement de la même manière et pour voir s'il y avait une diminution. Mais on sait par exemple sur des captures que l'on avait fait il y a un peu moins de 10 ans, 8 ans, que déjà la taille des poissons n'était plus la même dans les zones très habitées que par rapport aux zones qui n'étaient très peu pêchées par les gens du Maroni parce que beaucoup trop en amont. Et on voyait déjà des différences de taille, donc on sentait qu'il y avait des choses qui se passaient. Et avec l'orpaillage, évidemment, vous aggravez considérablement ce différentiel. Des différences de taille sur les poissons, c'est-à-dire à quoi c'est dû finalement? Ça, essentiellement, les différences de taille, c'est surtout dû à la pêche, parce que quand vous avez des filets, vous capturez des poissons avec une certaine taille,
et pas les plus petits, on est d'accord. Donc là où c'est très pêché, vous allez vous retrouver avec des plus petits poissons que là où ça n'est pas pêché, parce que là les poissons peuvent continuer à grandir. Hein. Mais c'est pas là le plus important. Ça, c'était un élément. Vous me posiez une question sur ce qu'on pouvait voir avec le temps. Bon, ça c'est un élément, mais c'est pas le plus important, puisque la quantité d'espèces que l'on a pu observer dernièrement par rapport à ce que moi j'ai pu observer il y a une quarantaine d'années, ça n'a rien à voir. Hein. Le marronnier est extrêmement riche en espèces. Hein. C'est autour de 350 espèces, hein, à peu près. Hein. C'est avec il y a encore quelques précisions à avoir. Donc c'est c'est le fleuve le plus riche en espèces de la Guyane, et c'est aussi un des plus riches de toutes les Guyanes, hein, avec beaucoup d'espèces qu'on appelle les espèces endémiques qui n'existent que dans le Maroni ou un petit peu dans la Mana ou un petit peu dans la Suriname. Voilà, ça n'existe qu'à ces endroits-là dans le monde entier, hein, pour le monde. Donc on est très inquiet de voir un certain nombre d'espèces uniques. Donc, le patrimoine culturel et environnemental de la Guyane, donc de tous les Guyanais, qui est en train de disparaître si on ne fait rien du tout. Oui, c'est pas n'importe quelle zone d'un point de vue, enfin on va dire en termes de biodiversité. Sur l'aspect suivi, on va dire le suivi de votre part pour voir un petit peu l'évolution négative, on l'a bien compris, de ce qui se passe sur le Maroni. Ça veut dire que vous manquez de données, entre guillemets, Pierre-Yves Lebaille, pour analyser finement, année après année, secteur par secteur, en fait, ce qu'il se passe généralement sur tout le fleuve? Oui, pour vous donner des chiffres très précis, là aujourd'hui je pourrais pas vous donner de chiffres très précis. Par contre, si je fais une comparaison, là quand on était sur le Maroni, on avait été l'année dernière sur la Proie, qui est beaucoup moins orpaillée, mais qui est quand même orpaillée, on a attrapé moins d'espèces dans le Maroni pour un temps donné, avec des techniques de pêche données, que dans la Proie. Alors que, normalement, dans le Maroni, vous avez beaucoup plus d'espèces que dans la Proie. Ça vous donne quand même une information. Et après, est-ce que cette situation, uniquement sur le Maroni évidemment, est-ce qu'elle est la même sur tout le fleuve, ou bien il y a des zones en particulier qui sont plus touchées que le reste? Là où ça va être plus touché, c'est l'endroit où les comment on appelle ça, les déchets, les rejets d'eau polluée, hein, très sédimenteuse, liée à l'orpaillage, hein, puisque ça c'est typiquement lié à l'orpaillage. Là, au moment des sorties de ces eaux, c'est sûr que c'est encore plus pollué. Après, ça se dilue un petit peu. Mais il y a tellement de décharges d'eau boueuses, sédimenteuses, de la part de tout l'orpaillage qu'il y a tout le long du Maroni, qu'on n'arrive plus à retrouver des eaux un petit peu plus claires. La dilution n'a pas le temps de se faire, que déjà vous avez à nouveau un autre affluent qui rejette des eaux très boueuses. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une eau boueuse tout au long du Maroni. Oui, la cause, hein, du coup vous avez commencé à en parler, tout le monde la connaît, c'est l'orpaillage illégal qui reste, à la différence d'autres zones géographiques en Guyane, très présent sur le Maroni. Est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement, Pierre-Yves Lebaille, le lien qu'il y a, le lien direct entre orpaillage illégal et destruction de la biodiversité? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se joue sur la pollution sédimentaire? Vous avez commencé à en dire quelques mots sur la qualité de l'eau finalement. Qu'est-ce qui se passe, le lien entre tout ça? C'est un peu ce que je vous ai dit avant. Quand vous faites de l'orpaillage, hein, vous récupérez à la lance Molitor en général, hein, vous détruisez un petit peu la terre pour récupérer comment on appelle ça, la latérite, etc. Et vous allez les passer sur des tamis, d'accord, pour essayer de faire sédimenter l'or d'abord, qui est très lourd, et puis ensuite vous avez toute cette eau qui est boueuse, hein, puisque c'est le but du jeu. L'orpaillage, en tout cas côté Suriname, ou l'orpaillage illégal, ne décante pas cette eau. Hein. Normalement, ça devrait être décanté dans des bassins, etc. Elle n'est pas décantée, elle est rejetée directement dans le fleuve. Vous voyez ? Oui. Donc, le lien est direct. Il y a pas de lien indirect. À quel point le risque il est grand, Pierre-Yves Lebaille? Le constat est catastrophique, on l'a dit, mais est-ce que les dégâts sont irréversibles? Imaginons demain, il n'y a plus d'orpaillage illégal. Est-ce que la biodiversité, elle pourrait se reformer peu à peu, ou bien ça y est, c'est fait, il n'y a plus de retour en arrière possible? Non, enfin,
là encore, hein, on peut pas être totalement affirmatif, mais ce que on peut dire, c'est que de toute façon, dans le fleuve principal, hein, on est d'accord, l'état est tel qu'il faudra beaucoup de temps pour que, minéralement, en quelque sorte, toute cette boue soit petit à petit chassée, hein, et qu'on retrouve un substrat qui soit correct. Alors ensuite, les espèces, est-ce que elles reviendront? Ça dépendra beaucoup de ce qui se sera passé dans les affluents. C'est-à-dire que si côté français, hein, on est capable de maintenir des affluents en très bon état, il est très probable que les espèces recoloniseront le fleuve. Vous êtes d'accord? Oui. Par contre, si les tributaires, enfin les affluents, eux aussi subissent l'orpaillage illégal, comme c'est le cas aujourd'hui sur le territoire français, pour une bonne partie, même s'il y a eu déjà des efforts intéressants de fait dans la lutte contre l'orpaillage, à ce moment-là, si on ne maintient pas une forte pression contre l'orpaillage illégal de notre côté, ça ne le fera pas, parce que côté Suriname, pour l'instant, il n'y a aucune régulation, hein. Donc là, s'il n'y a pas de discussion avec le Suriname, si le Suriname n'a pas envie, pour différentes raisons, de régler ce problème de rejet dans le fleuve, le fleuve Maroni restera comme ça pendant tout le temps que le Suriname rejettera des flux de boue, quoi. Oui, alors, pardon, excusez-moi, on a parlé des espèces animales, un mot également sur les êtres humains. On a parfois tendance à l'oublier, mais l'être humain fait aussi partie de cette biodiversité-là. Et l'une des conséquences de la pollution du fleuve, de l'appauvrissement de la biodiversité, c'est aussi sur les êtres humains, les populations du fleuve. Moins de ressources en poissons, donc moins de pêche déjà, et puis la qualité sanitaire des eaux qui est catastrophique et donc dangereuse, qui pose de réelles questions de santé et qui sont inquiétantes, Pierre-Yves Lebaille. Oui, absolument. Alors, vous savez, il faut bien comprendre une chose, je pense que ça commence à être connu un petit peu dans le grand public, c'est cette notion de une santé unique. En anglais, c'est connu sous le nom de One Health. Et ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier la qualité de l'environnement, la santé de l'environnement, de la santé de l'homme, hein, et réciproquement. Voilà, c'est extrêmement, et de la santé animale, c'est extrêmement imbriqué. Donc si l'environnement est de mauvaise qualité, vous êtes sûr que ça influe sur la santé humaine. Et là, sur le Maroni, alors évidemment, vous voyez bien que l'eau qui est de très mauvaise qualité, les populations en sont réduites à acheter maintenant de l'eau minérale, hein, en bouteille, plastique. Et évidemment, on retrouve le plastique dans le fleuve. Donc on aggrave la pollution dans le fleuve. Avec, vous savez, quand le plastique est petit à petit dégradé sous forme de microparticules, etc., et on se retrouve avec des microparticules dans l'eau. Ça a été très bien démontré dans l'Amazone. Et évidemment, ces microparticules sont ingérées soit par les humains, soit par les poissons que les humains mangeront. Enfin, vous voyez, on est oui, sur vraiment un système de conséquences en chaîne, en fait. Absolument. Un chiffre, Pierre-Yves Lebaille, que vous avez mis en avant dans cette motion, les affluents du Maroni concentrent 81% des sites aurifères illégaux comptabilisés sur le territoire du parc amazonien, donc côté guyanais. Ce chiffre, il vient d'où? Déjà que le Maroni, c'est un fleuve, donc les orpailleurs peuvent se déplacer plus facilement qu'en pleine forêt. Vous avez parlé tout à l'heure de la Prouague en nous disant que la situation était un petit peu meilleure du côté de la Prouague que sur le Maroni. L'aspect frontalier, il est très important à prendre en compte pour qu'on réalise et qu'on comprenne ce qui se passe. C'est un problème de logistique, hein. Si vous avez juste à côté de l'endroit où vous allez exploiter, vous allez faire de l'orpaillage illégal, si vous avez tous les marchands le long du fleuve côté Suriname qui vous alimentent en matériel, en alimentation, en carburant, tout ce dont vous avez besoin, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire de l'orpaillage illégal dans ces zones-là. Par contre, si vous vous retrouvez au milieu de la Guyane, où là, il va falloir faire des transports beaucoup plus longs, c'est plus coûteux et plus risqué, entre guillemets, par rapport à la lutte contre l'orpaillage, d'aller le faire là-bas. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que vous avez cette concentration qui se fait au niveau du Maroni.
Oui, et puis on connaît malheureusement ce qui se passe chez nos voisins, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs. Rapporté à sa superficie, le Suriname est le pays qui consacre la plus grande part au monde de sa surface aux activités minières, et plus de la moitié de ces zones au Suriname sont localisées sur le bassin versant du Maroni. En matière de conséquences environnementales, Pierre-Yves Lebaille, il n'y a pas de frontières, hein. La Guyane, la France aura beau faire son maximum, tant qu'on aura un voisin qui continuera d'orpailler de cette manière-là, la situation elle changera jamais. Absolument. Vous mettez le doigt sur le gros point noir, ce qui nécessite que la France, l'État français, fasse le maximum pour essayer d'influencer sur le Suriname pour que ça évolue, et même au niveau européen, il faudrait que ça se traite aussi avec l'appui de l'Europe. Voilà. C'est un vœu, hein, mais je vois pas, on voit pas d'autre solution, sauf ce dont je vous parlais, qui était côté français de continuer une lutte très active contre l'orpaillage illégal pour maintenir les affluents en très bon état, dans l'espoir qu'à un moment donné, on puisse repeupler le Maroni quand il sera en meilleur état. Ouais, finalement, préserver les affluents français pour contenir ce qu'il se passe de l'autre côté du fleuve, côté surinamais, c'est comme ça qu'on pourrait résumer les choses. C'est un pis-aller, hein, vous êtes bien d'accord. Oui. C'est pas ça la première solution, mais au pire, si déjà on fait ça, on garde un espoir de pas tout perdre. Alors, vous appelez à la prise urgente de mesures de conservation de la biodiversité aquatique et terrestre, ainsi qu'au respect des droits des communautés locales à un environnement sain. Ces mesures, très concrètement, c'est quoi? Ça doit passer par quoi? Et surtout, est-ce que depuis que vous avez signé et publié cette motion, vous avez eu des retours, des discussions avec les pouvoirs publics, Pierre-Yves Lebaille, pour que ces mesures que vous demandez soient prises en compte? Alors non, pas du tout. On n'a pas eu de retour clair et net au niveau de l'État. Notre rôle de scientifique, hein, c'est pas de faire de la politique. Hein, vous êtes bien d'accord. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de montrer ce qui se passe, de dire l'État français a une responsabilité en termes de qualité de vie des populations qui sont sur son territoire. Hein, et je dirais même, si on peut extrapoler en disant aussi sur les communautés, même si elles sont du côté surinamienne, mais si elles sont, vous êtes d'accord, si vous prenez les Wayana, ils sont de part et d'autre du fleuve. Donc en tout cas, par rapport aux citoyens français, l'État français a la responsabilité de faire en sorte que son territoire soit de bonne qualité, de manière à ce que les gens qui vivent dessus ne soient pas menacés en termes de santé et de qualité de vie. C'est ça le sens, hein, de la phrase que l'on a dit dans le texte. Donc là, il y a quelque chose qui doit être fait. Mais on peut aller plus loin. Hein. On dit l'État français ne fait peut-être pas assez d'efforts. Il en fait déjà. Hein. Faut pas non plus dire qu'il y en a pas. Hein. Il en fait déjà, mais peut-être pas encore assez pour que ça aille assez loin. Mais on peut s'interroger, nous, en tant que citoyens. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'orpaillage de cette manière très forte, de manière illégale ou même légale côté Suriname, etc. Pourquoi, hein? C'est parce que le cours de l'or est extrêmement élevé. Hein? Et si le citoyen se dit, moi j'ai envie que les choses bougent, et si je n'achète pas d'or, le cours de l'or peut baisser. Et s'il baisse, il devient beaucoup moins intéressant d'aller exploiter, de faire de l'orpaillage illégal. N'oublions pas que 50 à 60% de l'or qui est extrait sert à la joaillerie. Donc vous vous rendez compte que le citoyen, hein, a quand même un peu de pouvoir. Oui. Et s'il l'exploite et s'il y a suffisamment de gens pour le faire, à ce moment-là, le cours de l'or peut baisser. Et si le cours de l'or baisse, ça sera beaucoup moins intéressant, beaucoup moins rentable d'aller exploiter de manière illégale l'or sur nos territoires. Hein. Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir malgré tout un lien de cause à effet qui sont intimement liés. Comment dire, c'est quoi votre analyse, votre ressenti, Pierre-Yves Lebaille, quand vous nous dites tout ce que vous nous dites? Est-ce qu'il y a une forme de désespoir de constater finalement ce qui se passe et que les solutions, même si elles sont mises sur la table depuis maintenant très longtemps, on voit bien et on constate qu'elles mettent du temps à arriver?
Je crois que ça ne sert à rien d'être désespéré. On peut regretter tout ce qui se passe. Évidemment, vous imaginez bien que d'un point de vue l'affect, que ce soit de mon côté ou de tous les gens du fleuve, hein, parce que on est sur la même longueur d'onde, et on peut se lamenter, de dire on n'y peut rien. Non, je crois qu'il faut que chacun fasse son effort. Par exemple, si sur le fleuve vous connaissez des gens qui travaillent pour leur paillage et qui en même temps dégradent leur milieu, il faut leur expliquer qu'il faudrait peut-être mieux abandonner ce côté-là, parce que dans 30 ans il y aura plus d'or, et dans 30 ans qu'est-ce qui restera de l'habitat et de la qualité du fleuve sur lequel on vivait auparavant? Dernière petite précision, Pierre-Yves Lebaille, il y aura d'autres missions scientifiques coordonnées par le parc amazonien de Guyane dans les prochains mois, les prochaines années, justement pour alerter encore une fois sur l'évolution de la situation. Alors, il faut que vous sachiez que le parc amazonien, en permanence, évalue la dégradation de ce qui se passe dans son territoire à lui, hein. Ce dont il a la responsabilité. Il s'occupe pas évidemment de ce qui est en dehors du parc, ça fait pas partie de sa juridiction. Mais donc il y a des vols et on peut regarder en fonction de ce qu'il y a dans la forêt, parce que vous savez que la déforestation est très liée à leur paillage. Donc en regardant les zones déforestées, etc., on a une très bonne idée de ce qui s'y passe. Et en plus, en regardant même par satellite ou par vol aérien, en regardant la couleur de l'eau, on est capable aussi de savoir ce qui se passe. Donc il y a un suivi très très régulier, hein, par le parc amazonien et certaines autorités françaises. Donc voilà, ça il y a des connaissances, hein, à ce niveau-là. Pierre-Yves Lebaille, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc président du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane. Pour nos auditeurs et auditrices que ça intéresse, je le précise que la motion dont on a parlé ce matin est accessible, hein, sur votre site internet parcamazonienguyane.fr. Merci encore, très bonne journée à vous.